La guerre. Elle a toujours été liée de près ou de loin au genre humain. Une vieille amie retors qui s'accroche au lambeau d'un empire effroyable. Un mot à lui seul suffisant pour changer le comportement des hommes et des femmes d'une galaxie ravagée par des conflits dépassant leur compréhension. Un mot porteur de frissons d'effroi, de haine, de combativité. Un mot amenant avec lui d'immondes charniers et si peu de héros. La guerre. Une vieille connaissance toujours cultivée, où les inventeurs sont au carnage ce que les agriculteurs sont aux récoltes. Un musée à ciel ouvert pour célébrer l'office mortel d'œuvres macabres, toutes tournées vers le seul but de faucher la vie sur les champs de bataille. De toutes les créations de l'Imperium pour alimenter sa machine de guerre implacable, les engins communément appelés chars de combat ou encore tanks sont employés sur tous les fronts. Et des plus connus, le char Leman Russ assoit sa supériorité par une robustesse infernale et une puissance de feu aussi dévastatrice que polyvalente. Vergo Taliensen se releva brusquement à son poste de servant d'armes et il se cogna la tête dans l'arceau de plastacier au-dessus de son siège. Il poussa un juron et un raclement de gorge plaintif tandis que la douleur perçait son crâne. Il s'était assoupi et, encore à cran de la journée précédente, il sursauta au premier tressaillement de la chenille du bourreau de l'effroi. Ça lui laissera une belle bosse. En se passant la main dans le cuir chevelu pour atténuer la douleur, il leva les yeux et effleura de son autre main l'écriteau au-dessus de son poste. Sur une plaque de bronze était inscrit « Bourreau de l'effroi ». Chaque Leman Russ reçoit son nom entre sa sortie d'usine et un fait de bataille ou un triomphe particulier. L'empereur seul sait pourquoi celui-ci porte ce nom, car cela fait plus de 7 siècles qu'il est à son service. À force d'y penser, Vergo était pris de vertige. Comment un tel bâtiment pouvait avoir tenu si longtemps ? Sa vie lui paraissait dérisoire enfermée dans les entrailles d'un monstre révéré qui avait distribué sa volonté depuis plus de 7 fois sa propre vie s'il parvenait à son terme naturel. Si le bourreau de l'effroi venait à être détruit avec son équipage, il serait pleuré et ses siècles de service honorés, tandis que les hommes le manœuvrant seraient oubliés. Vergo se remémora le mythe du colosse de fer, que son père lui avait raconté une bonne centaine de fois. Il était un char qui venait d'arriver aux mains du 3e régiment de la garde de fer de Mordian. Son équipage était lui aussi fraîchement émoulu des camps d'entraînement, et son commandant n'avait qu'une bataille à son actif. Il n'y avait aucune logique dans cette entreprise, mais le 3e manquait cruellement de personnel lors de la défense de la cité ruche Barbarossa. C'est pourquoi il avait été décidé de former cet équipage unique en renfort de la compagnie de blindés de réserve qui se déployait sur les fronts assiégés par la marée verte des orques. Après plusieurs jours à mener des combats éparses mais destructeurs pour la compagnie de réserve de blindés qui n'opérait plus qu'à 50% de sa force initiale, le jeune char et son équipage furent immobilisés par de multiples tirs de roquettes orques. C'est à ce moment que le colonel Grower et ses hommes du 3e, submergés par une vague de peau verte, demandèrent l'aide de la compagnie blindée de réserve. Ne pouvant désobéir et voyant l'obstination avec laquelle le jeune équipage leur demandait de les oublier et de partir renforcer les hommes du 3e, la compagnie fit route vers la position du colonel Grower. Seul, l'équipage était affairé aux réparations de première importance qui leur permettraient de se mouvoir à nouveau. Le Leman Russ était immobilisé au centre de la place de marbre de la basilique des Saints-Martyrs. Ironie du sort ou heureuse coïncidence. Les dégâts étaient plus graves que le compte-rendu du premier état des lieux. La chenille droite était dégoupillée à plusieurs mailles,
les roulements de transmission avant avaient cédé, les relais Vox avaient fondu sous la chaleur des explosions, et le transpondeur avait été éventré. Et ce n'était que la partie apparente des dégâts. Les heures passaient, et les bruits des combats s'étaient intensifiés au loin quand la compagnie de réserve avait dû faire jonction avec le 3e pour les renforcer. Les réparations n'étaient même pas encore parvenues à résoudre un seul des problèmes lorsque, des longues allées menant à la basilique, des cris et des râles, du fracas et des pas lourds ne fassent écho sur la place de marbre. L'équipage, en dehors du jeune char, se figea d'un seul homme, comme pour laisser le temps à leurs esprits de se préparer à ce qui allait arriver. Une horde d'orques se pavanait dans les majestueuses allées de la haute ruche, vandalisant et détruisant tout sur leur passage. Sans le moindre doute, les orques allaient les trouver et les étriper avant de détruire leur tank, ou pire, le voler pour le retourner contre le 3e non loin. Le commandant se tourna vers ses hommes qui attendaient tous un ordre pour s'exécuter et leur demanda de tenir la position et la place de marbre, tenir pour laisser au 3e le temps de s'en sortir et leur éviter d'avoir une horde de plus à affronter. Les gardes de fer de Mordian étaient connus pour leur sens du devoir et de la discipline à toute épreuve, et ils allaient devoir le démontrer. À grands pas, tous grimpèrent sur le char Lehman Russ immobilisé et se faufilèrent jusqu'à leurs postes respectifs avec un entrain qui mêlait l'amertume d'une mort certaine et la hargne de servir son œuvre ici-bas. Le commandant fut le dernier à entrer par l'écoutille de la tourelle du char. Il caressa la carapace poussiéreuse du monstre inamovible. Alors que le silence figeait la scène, il demanda à sa machine de tenir elle aussi. Tenir face au feu et au shrapnel, face aux obus et aux balles. Tenir pour que ses protégés, enfermés dans ses entrailles de fer, puissent continuer de lutter et de servir. Tenir tel un affront à l'obstination des orques, tel le colosse de fer qui garde les portes de la cité. Lorsque la trappe se ferma, le commandant ne laissa pas le temps aux esprits de divaguer plus longtemps. Il donna ses directives avec rigueur et furie, galvanisant l'ardeur de son équipage et sa combativité. Tous étaient prêts désormais et tous ne souhaitaient qu'une chose, emporter le plus de ces immondices dans ce maudit warp avant de rejoindre sa lumière. L'attente semblait insoutenable quand enfin la tête de la horde sortit de la première allée. Ils étaient laids, hideux, arborant d'ignobles motifs aux couleurs tranchées. Leurs bras étaient encombrés d'armes difformes qui ne devraient pas pouvoir tirer et tout au plus écraser plutôt que trancher. Leur réaction fut celle escomptée. Un groupe s'avança vers le Lehman Russ après l'avoir pointé de leurs gros doigts verdâtres. Tous attendirent l'ordre de leur commandant à mesure que la sueur formait d'épaisses gouttes qui ruisselaient sur leur peau. Puis l'ordre fut donné. Le silence emplit la scène, comme pour signer une pause avant de se rompre dans un concert assourdissant de tirs saccadés émis par les armes de flanc du char d'assaut. Le canon vint rugir le tonnerre, oblitérant l'ambiance sonore et la longue spire visée par l'artilleur de tourelle. Celle-ci vint s'écraser dans un éboulement retentissant, écrasant plusieurs centaines de peaux vertes dans sa chute et bloquant, pendant un moment au moins, plusieurs allées empruntées par la horde. Les tirs fusaient dans des claquements sourds et arrachaient la chair, le cuir et l'acier. Chaque munition avait une cible, car sur ordre du commandant, chacune devait prendre l'atroce vie de ces infâmes xénos. Les obus tirés par le canon de tourelle arrachaient des monuments de leurs fondations qui s'écroulaient pour contenir la horde et l'obliger à escalader les ruines ou repenser son chemin. Ils fracassaient l'acier des machines orques dans des explosions infernales et décimaient par meutes entières les groupes de peaux vertes dans de grossières giclées de sang. Le massacre eut lieu des heures durant. Les roquettes des orques, quand elles ne ricochaient pas sur le blindage du Lehman Russ, explosaient contre celui-ci, ne laissant guère plus que des griffures sur les panneaux de protection. Tout matériel et accessoires montés sur le char
avait depuis bien longtemps été vaporisé dans les explosions et les flammes, mais les armes et les hommes tenaient. Ils tenaient tête aux morsures des combats et gardaient la place de marbre. Les balles ne faisaient qu'érafler la carapace du monstre et le feu ne semblait pas prendre non plus. Toutes les tentatives pour prendre de court le tank et pour le saboter avaient échoué grâce à l'agilité de son armement secondaire et la détermination de son équipage. La poussière et les cendres emplissaient l'air au désavantage de tous, mais le colosse retenait au dehors l'air vicié des combats par son atmosphère hermétique. C'est à l'aube du deuxième jour que la trappe fut finalement arrachée. Les restes du 3e régiment de la garde de fer de Mordian venaient de trouver le jeune Lehman Russ sous un monticule titanesque de cadavres d'orques. Ils étaient tombés sur le monstre enfoui et l'équipage encore enfermé en son sein. Tous étaient vivants. Dans un état d'inconscience prolongé dû à la faim, à la soif, au manque d'oxygène et à l'épuisement, ils étaient tous couverts de sang, probablement dû à des impacts ou des déformations dans la carapace du char. Le colonel Grower, ayant appris la nouvelle, dépêcha des hommes pour porter assistance au plus vite à l'équipage. Voyant là de véritables héros s'étant battus envers et contre tous, un modèle qui inspirerait tous les gardes du 3e à suivre leur exemple. Une opération pour extraire le Lehman Russ fut également menée. Un esprit de la machine aussi borné et résistant que le sien ne pouvait être abandonné au milieu de la place de marbre. C'est lorsque les honneurs ont été rendus, avec les décorations allant de pair aux 6 membres d'équipage, que le char de combat Lehman Russ s'étant ardemment défendu face à la basilique des Saints-Martyrs, reçut son nom de baptême, Colosse de fer. On dit que depuis, les équipages qui le composent sont tous des jeunes recrues, fraîchement sortis des camps d'entraînement. L'esprit de la machine habitant le colosse de fer semble rendre mal à l'aise tout garde présomptueux et trop fier de nombreuses années de service, enfermé dans ses entrailles. Vergo fut tiré de ses pensées hâtivement par une petite taloche à l'arrière du crâne. « Arrête de rêvasser et sors un coup, on a préparé la popote », avait déclaré le commandant de bord Maugret avant d'escalader la trappe au-dessus de la tourelle pour sortir du monstre. Vergo sortit à son tour en passant par le poste de canonnier et de commandement, faisant attention de ne rien bousculer au passage parmi la myriade de boutons, interrupteurs et manivelles qui tapissaient les consoles d'opération. La lueur orangée des soleils couchants lui arracha un sourire et il sauta de la carlingue du Lehman Russ pour rejoindre l'équipage qui avait installé son appétissante popote à l'ombre du bourreau de l'effroi. Vergo s'installa et se servit un quart de récaf, ainsi qu'une barre épaisse et grasse, dont il ignorait la provenance mais qui lui semblait sur l'instant alléchante. « Alors, Vergo, prêt pour demain ? C'est le baptême du feu. C'est un grand jour, hein ?» venait de demander Lind, la pilote du Lehman Russ. « Ouais, on va dire. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais je pense que je suis prêt. » avait répondu Vergo en arrachant un croc de sa barre sans goût. Le commandant Maugret émit un râle plaintif. « Ouais, il y a surtout intérêt que vous couvriez les flancs. Demain, on s'engage sur le siège de la cité. On sera l'élément mobile. On fera jonction entre les différentes compagnies de Lehman Russ qui opéreront sur le corridor de feu. Objectif, maintenir les postes de tir en sécurité le temps que les pelotons à pied percent le mur et se déploient dans la cité. » Le commandant ajusta sa veste de combat et glissa un cigalos à ses lèvres. Tous le regardaient en sachant déjà qu'il allait résumer ce qu'il venait de dire pour que lui-même puisse comprendre et visualiser l'opération. En gros, on monte à l'assaut et on se faufile parmi tous les chars en appui de l'infanterie. On garde le cordon sécurisé, on empêche l'ennemi de s'infiltrer dans le dispositif. « On sera combien de compagnies de Russ ?» demanda Lind. « Beaucoup. J'ai pas encore le nombre exact, mais l'état-major a mis le paquet. Ils veulent absolument les abords de la cité et qu'on reprenne les premiers blocs dans la foulée. On aura plusieurs types de blindés dans les rangs. Concernant les Lehman Russ, on aura de tout, du démolicheur à l'annihilator,
et avec un peu de chance on pourrait voir du Vanquisher. Je crois même que d'autres régiments se joindront à la fête, répondit le commandant, satisfait de ce constat. Linde tapa du pied et exprima sa joie par d'amples gestes qui manquèrent de faire tomber de sa chaise Ball, le canonnier. Comment lui en vouloir? Une vie passée dans un Russ, ça pousse forcément à l'envie d'en savoir plus sur les différents modèles existants. Bien plus que ça même, ça refaçonne votre vie et votre être. Désormais, Vergo savait que lui aussi deviendrait un minimum connaisseur des machines de guerre de type Lehman Russ, dans lesquelles il servirait tant qu'il le voudrait. Tant qu'à faire, autant savoir le plus possible, se disait-il. Ça permettra d'être plus efficace, et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et... enfin je veux dire, c'est bien. À quoi ça sert de balancer autant de compagnies de Russ sur un seul point? On ferait pas mieux de s'étaler? Demanda Vergo. Ça va permettre d'assurer contre toutes les menaces. Les Lehman Russ ne se ressemblent pas tous. Certains auront des autocanons jumelés et d'autres un canon Nova, répondit Linde. Linde, tu lui feras les cours du soir plus tard. On se bouge. Trajet de nuit pour rejoindre l'emplacement de rendez-vous avec les autres blindés de la compagnie. Dormez tant que vous le pouvez, on tourne en équipe de 2 pour l'écart. Action! Conclua Maugret dans une bouffée de cigalos. Ball, le canonnier, secoua Vergo. À toi le bleu. Prends le quart suivant, t'es avec Linde, dit Ball en s'installant à son poste pour se reposer. Vergo avait récupéré, mais l'espace exigu, froid et dur à l'intérieur du Lehman Russ lui avait laissé des douleurs un peu partout. Il prenait le dernier quart et allait devoir enchaîner avec le siège de la cité. Vu comme ça, les événements étaient simples, mais lui-même ne trouvait pas les mots pour exprimer son ressenti. Ce mélange d'envie, de peur viscérale, de morale et de haine qui nouait son ventre en une boule de nœuds impossible à défaire. Il rejoignit Linde, qui était aux commandes, et il devait prendre le poste d'observateur pour le quart en cours. Après un moment de silence, Vergo voulut se changer les idées, mais il n'arrivait plus à penser à grand-chose d'autre que ce qui l'entourait ou ce qui allait arriver. Linde, sergent-chef, vous aviez l'air heureuse de savoir que d'autres compagnies de Lehman allaient nous rejoindre. Vous avez déjà servi dans d'autres modèles? Lui demanda Vergo. Ouais, c'était vraiment pas de la tarte par moment, mais l'empereur m'entende. Y a rien de plus borné qu'un Lehman. On dirait un mur, mais un mur en plastacier et renforcé d'adamantium. Le machin, il bronche jamais, et il faudrait un tir orbital pour nous faire reculer, répondit-elle en frappant du poing sur la console devant elle. Ça, c'est du bestiau. Demain, enfin tout à l'heure, on sera bien placé par rapport aux autres? Ouais, t'en fais pas. On est 6 en plus, pas comme dans tous les Lehman. Là, on a le chef, un pilote, un canonnier, un chargeur et 2 tireurs de flanc. Ah, j'en ai connu où on était 4, et là, c'est pas une partie de rigolade. T'as que l'arme de tourelle pour gérer ce qui t'arrive dessus, même si des fois ça suffit largement. Vergo acquiesçait. Il était admiratif de l'expérience de Linde. C'est vrai qu'il avait baigné dans l'univers des chars depuis tout petit grâce à son père, mais il n'aurait jamais cru possible d'intégrer l'équipage d'un Lehman Russ. Maintenant qu'il y était, il avait l'impression de ne plus se sentir à la hauteur de ce qu'il avait toujours voulu. Comme si le fossé de l'expérience diminuait sa volonté, mais c'était aussi ce qui le poussait à en savoir plus. Pourquoi on a plusieurs types de Lehman? Je veux dire, je comprends l'intérêt de la versatilité, mais il existe bien des chars différents du bourreau de l'effroi? S'interrogea-t-il. Il en existe une sacrée palanquée, tu sais. Je crois qu'il existe autant de types de Lehman Russ que d'usines qui les fabriquent. Du peu que j'ai compris, ce bébé est facile à produire, alors la majorité des systèmes possèdent des lignes de production. Déjà, les matériaux utilisés pour le fabriquer changent d'un monde à l'autre, et ensuite, on garde le même châssis et on change l'armement de la bête. Linde et Vergo passèrent le restant de leur quart à discuter des différents types de Lehman Russ présents au sein de l'Astra Militarum, ou du moins des modèles qu'elle connaissait. De cette discussion qui permit à Vergo d'oublier ces boyaux qui formaient un nœud, il prit connaissance des Lehman qu'il allait croiser sous peu.
Le Lehman Russ Standard, comme le bourreau de l'effroi, est le char le plus répandu des forces de l'Astra Militarum. Requis sur la majorité des champs de bataille, son entrée en scène est un soulagement pour les forces alliées et une malédiction jetée aux ennemis de l'empereur de l'humanité. Il est équipé d'un armement principal de type obusier, canon démesuré tirant des obus hautement explosifs, capable de faire face à une majeure partie des menaces envoyées au devant du char. Le Lehman Russ Demolisher est un modèle utilisé dans de nombreux théâtres d'opération. Il est considéré comme un atout inestimable en appui pour le combat rapproché, et il s'agit du char le plus communément équipé de plasma ou de multifuseurs en arme de flanc. Mais sa véritable puissance réside dans son canon Demolisher, identifiable au premier coup d'œil car très court. Cette esthétique n'est pas à sous-estimer cependant, car il s'agit de la solution employée par les officiers impériaux pour percer les lignes ennemies et briser leurs fortifications. Il présente une redoutable efficacité dans les meurtriers combats de rue et dans les espaces exigus comme durant les guerres urbaines ou l'assaut d'une forteresse ennemie. L'explosion terrifiante produite par les obus démolisseurs suffit largement à enfouir la pourriture hérétique ou xéno sous des tonnes de roc-béton et de plastacier. Une telle arme prend sa place parmi les plus puissantes utilisées par l'Astra Militarum sans demande particulière. Les obus démolisseurs sont constitués d'une pointe anti-blindage pouvant pénétrer la majorité des matériaux et d'une charge hautement explosive. Des propulseurs autonomes assurent le jet du projectile et la programmation des obus assure l'explosion de la charge quelques millisecondes seulement après pénétration de la surface d'impact pour assurer des dégâts dévastateurs. Le Lehman Russ Punisher est une variante relativement jeune du char Lehman Russ Standard. Conçu pour lutter contre l'infanterie, il ne fait désormais plus aucun doute que ce modèle trouve parfaitement sa place parmi les colonnes d'assaut blindées, fauchant les âmes miteuses des ennemis de l'Imperium avec une facilité narquoise. Son canon Gatling Punisher peut vomir un flot insoutenable de cartouches. Ses nombreux canons rotatifs propulsent la mort à une cadence presque inégalée dans l'arsenal de l'Imperium. Le Lehman Russ Vanquisher fut à un moment un char aussi utilisé que sa version standard partout où combattaient ses armées. Mais depuis le 35e millénaire, ces apparitions se font plus rares et seulement sur les théâtres d'opération les plus critiques. D'aucuns disent que le seul monde-forge sur lequel ce char était produit et qui renfermait les plans de sa construction a été envahi par l'immondice verte des orques et perdu dès lors. Néanmoins, son canon Vanquisher, précieux legs du passé, ne connaît aucun blindage capable de lui résister. Facilement reconnaissable par sa longueur 2 fois plus importante que l'obusier classique, il est capable d'anéantir l'ennemi le plus lourdement blindé depuis des positions très reculées. Malgré la rareté de ses canons, certains monts de forge tentent de le reproduire plus ou moins fidèlement. 3 variantes équipent actuellement les régiments blindés de l'Astra Militarum. Les variantes Griffon 4 et Stygies 8 n'égalent pas encore leur performance avec une excellente pénétration de blindage au détriment de la précision pour le premier et une baisse de calibre avec une meilleure cadence pour le deuxième. La variante Trébor 1, quant à elle, encore plus imposante que le canon Vanquisher classique, est celle qui se rapproche le plus de son prédécesseur. Mais seuls les régiments de Cadia et les hommes du commissaire Yarick peuvent obtenir celle-ci. Le Lehman Russ Executioner est une des variantes les plus anciennes et encore en service du modèle standard. Actuellement, peu d'entre eux parcourent les champs de bataille pour la gloire de l'Astra Militarum. Son schéma de construction est pourtant toujours aux mains des prêtres de Mars, mais seul le monde de Risa continue de produire ces machines capricieuses. Beaucoup de gardes servant dans les régiments de blindés voient d'un mauvais œil l'exécutioner et le peu d'entre eux qui constituent un équipage pour ce char sont perçus soit comme fous,
ignorant la peur ou extrêmement brave. Son canon destroyer à plasma est la raison même de cette méfiance. Il s'agit de l'arme à plasma la plus imposante pouvant être montée sur le châssis du Lehman Russ, et elle est aussi puissante qu'imprévisible vu les quantités dantesques d'énergie nécessaires à son fonctionnement. Chaque tir, qui libère une chaleur cosmique, est capable de faire fondre n'importe quel char ennemi et peut transformer même la plus solide des protections en liquide bouillonnant. Cependant, une telle puissance nécessite des quantités d'énergie ahurissantes, ce qui empêche les équipages de ce char de le manœuvrer sur des batailles au long cours. De plus, personne ne souhaite se trouver à proximité de l'engin au cas où celui-ci serait amené à exploser dans une déflagration gigantesque. Le Lehman Russ Eradicator a été popularisé par les nombreux conflits urbains de Kaizen, où les Cadiens se sont battus avec la férocité et l'assiduité qui leur est propre. Sa capacité sans nul autre pareil à débusquer les cibles masquées ou fortifiées par l'onde de choc dévastatrice de ses obus Nova en fait un blindé simple mais destructeur. Ses munitions lourdes renferment un cœur à particules atomiques hautement instable, tant et si bien que les commandeurs impériaux estiment perdre un faible pourcentage de leur compagnie de blindés avant même le début de l'opération. Le Lehman Russ Conqueror porte son nom avec assurance depuis sa mise en service officielle. Sa renommée en qualité de char de percée ne fait que croître tant ses capacités pour surprendre l'adversaire, le faire reculer sur ses positions et indéniablement dévorer son contrôle du terrain sont impressionnantes. Un poids réduit lui octroyant une meilleure vitesse et manœuvrabilité, un canon Conqueror de plus petit calibre que l'obusier standard lui permettant de tirer plus fréquemment, avec une précision accrue même en mouvement, et un transport de munitions plus important, des agréments permettant à l'équipage de rester en sécurité tout en utilisant les accessoires du char, sont autant de facteurs pour asseoir la réputation de ce modèle conquérant tout type d'opération. Le Lehman Russ Annihilator tire son nom du char de combat employé par l'Adeptus Astartes, lui aussi équipé d'un canon laser jumelé. Récente addition au blindé de l'Astra Militarum, sa capacité à chasser les tanks ennemis n'est déjà plus à faire. L'utilisation de puissantes cellules énergétiques se révèle extrêmement appréciée par les équipages de ce char, car le gain de place au sein du blindé est considérable. L'emport d'armements secondaires et de leurs munitions assure au char une certaine polyvalence et autonomie souvent appréciée. D'habitude utilisés pour de la défense de secteur ou pour de la traque de chars, les régiments de la Death Corps of Krieg ont dernièrement détourné l'Annihilator de ces opérations pour une approche plus directe, montant à l'assaut par-delà les No Man's Land et assiégeant les forteresses ennemies. Le Lehman Russ Chasseur, exclusivement utilisé par les maisons de chevaliers impériaux Draconis et Minotos, pour accompagner leurs chevaliers lors des grandes chasses aux Gurgols, semble trouver sa place dans les forces de défense planétaire du système. Son canon Inferno, issu de la révérée chimère Hellhound, propulse un flot de prométhium enflammé, un combustible hautement inflammable et adhérent à toute surface avec une longue résistance à la combustion. D'aucuns disent qu'il s'agit d'une vaine tentative d'imiter le désormais disparu Incinérator. Le Lehman Russ Incinérator, relique du glorieux passé de l'Imperium, ne parcourt les champs de bataille que par les espoirs des rares âmes ayant eu vent de son existence désormais révolue. La variante pouvant se targuer d'être la plus dévastatrice de toutes n'est plus qu'un lointain souvenir, inconnu pour la plupart et oublié de tous. Ces demi-coulevrines volkites lui servant de canon livraient des déflagrations accompagnées de combustions subsoniques au travers d'un rayon d'énergie transformant la chair en cendres et capable de percer l'épaisse céramite réputée quasiment indestructible des armures Space Marine. Aujourd'hui, seuls les meilleurs des régiments les plus prestigieux comptent à peine une paire d'incinérators dans leur rang. Tout savoir les concernant et toute connaissance technologique ayant été perdue,
Ces reliques d'un âge d'or ne sortent plus en guerre et laissent leur place à la chimère Hellhound désormais. Le Leman Russ Exterminator, vu peu fréquemment sur les champs de bataille, se révèle ardemment efficace contre les hordes d'ennemis comme la terrifiante menace tyrannide. Son autocanon jumelé de tourelles libère la furie de l'humanité par une pluie d'explosions et de shrapnel à haute cadence de tir. Sacrifiant la puissance de feu au profit de la rapidité et de la manœuvrabilité, cette variante polyvalente peut être utilisée dans une vaste majorité de situations, allant de la reconnaissance au combat de siège. Les légendes racontent que c'est également le seul type de Leman Russ à servir dans les forces de l'Adeptus Astartes et uniquement au sein de l'ancienne et révérée Velka Fenrika, aujourd'hui chapitre des Space Wolves. Étrange absence, étant donné que le nom de Leman Russ fut donné à ce châssis depuis sa découverte par les forces du Grand Loup, primarque des fils de Fenris et père de la 6e Légion. Cette discussion les avait tenus alertes durant tout leur quart et Vergo et Linde avaient réveillé le reste de l'équipage du bourreau de l'effroi aux lueurs du petit matin naissant sur leur tirette de vision. Le commandant du char, Maugret, avait imposé à ce que le repas du matin soit pris tôt et dans la promiscuité des entrailles du Leman Russ, tout en échangeant banalités, rêves, fantasmes et blagues. Il estimait que cela forgeait l'acier de la journée. Vergo, lui, chérissait ce moment. Une convivialité, au départ forcée, qui se fondait en une agréable échappatoire pour l'âme. Il était persuadé que l'esprit du bourreau de l'effroi appréciait lui aussi ce moment. Une pause chaleureuse pour son ventre de métal glacial, accompagnée de la douceur des éclats de rire de son équipage. L'intérieur du char sentait le récaf, le pain sec et les pâtes d'algues, mais tous savouraient ce fumet suintant sur la condensation de la carlingue. Un de ces rares moments que Vergo estimait comme celui compté dans l'histoire de son père où l'univers signait une pause pour souffler avant de repartir dans l'effort de guerre. Après avoir englouti ses forces nécessaires aux heures arrivantes, la première jonction avec un autre blindé de la compagnie eut lieu, puis une autre, et ainsi de suite. Rapidement, dans les chemins boueux d'un bois maussade, une compagnie entière de blindés s'était amassée. Vergo reconnut les marquages sur l'avant des carters de chenilles. Il s'agissait de sa compagnie de chars. Il s'agissait des Fossoyeurs, la première compagnie blindée du 2e régiment d'assaut de Baliscan. Manque plus que les gars des autres régiments, on dirait, à part l'empereur. J'ai hâte de voir quelles têtes vont débarquer, peut-être du Mordien, ou même du Cadien, qui sait, affirmait le commandant Maugret. Comme si ces paroles avaient été entendues, les ombres des troncs commencèrent à danser sous l'éclairage de centaines de phares et de feux. Des compagnies entières de chars de combat s'amassaient dans l'aube, dissipant la brume jetée sur les bois. D'abord frileuses, les têtes des Baliscans sortirent peu à peu des écoutilles de leurs blindés pour assister à ce spectacle, muets de toute parole, mais emplissant tous les soldats d'une fierté débordante. Des camouflages de blindage allant du sable au gris en passant par des motifs géométriques colorés venaient contraster le vert moisi et morose qui colorait cette toile. De tous, les Leman Russ s'imposaient comme des figures victorieuses, dépassant les autres blindés par leur taille et leur densité. Une aura renforcée par l'arrivée d'une compagnie entière de Leman, comme pour clore les présentations. Le commandement avait mis les moyens. Rares avaient dû être les affrontements requérant une puissance blindée comme celle-ci. Un moment passa. Vergo Taliensen avait toujours eu la nette impression qu'un déploiement d'une telle envergure était un casse-tête même pour le plus expérimenté des généraux. Mais depuis qu'il s'était engagé, il avait remarqué le schéma pyramidal du commandement et comprenait mieux comment tout s'articulait. Arthur Maugret, le commandant du char, avait été appelé par le commandant de la compagnie, qui avait dû être appelé par celui qui commandait tout ce dispositif. Les ordres et la marche à suivre seraient ainsi connus par chaque commandant de char, qui disposerait de son blindé et de son équipage selon les plans décidés par le grand chef. C'était plutôt simple. Qu'est-ce qui pouvait bien arriver de mal ? Si Vergo devait dire vrai,
Tout allait mal. Il sentait la fatigue tirer ses muscles vers la douleur. Il sentait son cœur tambouriner contre sa poitrine à une vitesse folle comme pour s'en extraire. Son hyper-attention obstruait sa vue comme un filtre noir au-devant d'une visière et il sentait ses nerfs optiques tendus en voyant des flashs lumineux au même rythme que son cœur. Sa respiration, durcie par une trachée serrée et congestionnée, lui suffisait à peine à trouver l'air qui lui était nécessaire. Tout ce qu'il entendait était amplifié et tourné vers des aigus incontrôlables et irritants, crispant sa peau sèche en millions de petites fissures. Est-ce qu'il allait mourir ? Et comment ? Dans la souffrance d'une hémorragie brutale, dans un brasier de flammes d'hydrocarbures. Pire encore, survivrait-il de telles blessures le laissant à l'état de légume pour le restant de ses jours ? Tel questionnement qui lui laissait l'amère sensation d'être prisonnier d'une situation qu'il n'a pas choisie et d'avoir laissé sa vie aux mains d'un destin chapardeur et amusé. Et pourtant, il était assis dans son siège d'artilleur de flanc, un pied dédaigneusement posé sur la console en face de lui, faisant plier ses longues jambes. Un sourire en coin lui illuminait le visage. Toutes ces sensations étaient bien présentes, mais elles semblaient également secondaires. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, et bientôt, seuls ses réflexes et ses automatismes seront présents, l'esprit laissant au corps le soin de les ramener vivants. La trappe du bourreau de l'effroi s'ouvrit violemment, et Arthur Maugret sauta dans son siège en la refermant. « Décompte de l'équipage avant départ. Arthur Maugret, commandant du bourreau de l'effroi, moi-même, présent au poste, » avait ordonné Maugret. « Sergent-chef Baul Barnizan, canonnier et second du bourreau, présent au poste, mon lieutenant. Sergent Linde Vanlin, pilote au travers de l'effroi, présent au poste, mon lieutenant. Caporal Evis Métairie, chargeur de tourelle, ouais, présent au poste, mon lieutenant. Et enfin nos deux nouvelles têtes, prêtes pour le baptême. Mathéus Twin, artilleur au flanc droit, présent, mon lieutenant. Et Vergo Taliensen, artilleur au flanc gauche, présent, mon lieutenant. Et que l'empereur soit témoin de l'aube d'espoir qui se lève pour 16 armées et du crépuscule de désespoir sans fin s'abattant sur 16 ennemis. Comme pour souligner les sermons du lieutenant, les centaines de blindés amassés dans le bois virent leurs moteurs rugir en démarrant. Les membres d'équipage du bourreau de l'effroi s'échangèrent un regard avant de rigoler, et même Maugret sourit. Après avoir reçu un rapide résumé de la mission ordonnée par les grandes pontes de la part du chef de char, le bourreau de l'effroi fit route vers la cité de Valdenter III. Vergo n'avait rien appris de nouveau par rapport à la veille. Ils allaient devoir jouer le rôle du chien de berger au milieu du troupeau de chars qui partait à l'assaut. Depuis 2 heures, le ronflement constant et bruyant du moteur du bourreau de l'effroi assommait son équipage. Vergo sentait l'inconfort grandir, se voyant privé de l'écoute par un bourdonnement qui n'aidait pas à se sentir moins opprimé par les événements à venir. Les communications d'équipage passaient exclusivement par le canal Vox interne au char, rendant difficilement perceptible son interlocuteur s'il ne passait pas son poste ou son grade durant l'échange. Par moments, la masse de blindés s'était arrêtée ou du moins avait ralenti, en traversant des zones pouvant endommager les chars si les pilotes ne faisaient pas attention ou des zones propices à une embuscade. Le trajet avait laissé à Vergo le temps de se préparer, du moins il l'espérait, à affronter la menace des peaux vertes. Il savait que les orques étaient leur adversaire depuis le début de toute l'opération, mais il priait secrètement pour que cela ne soit pas le cas. La majorité des conscrits pensent que ces immondices sont inférieurs aux humains, preuve que la propagande impériale fait son travail. Mais Vergo n'était pas un conscrit. C'était un engagé de Baliscan, fier de l'une de ses nombreuses devises, servir par choix, s'élever de fait. Et quand bien même la formation sur Baliscan ne mentait pas sur les menaces de la galaxie, son père l'avait suffisamment mis en garde contre la propagande impériale. Les orques avaient pris la cité de Valdenter III, après s'être unifiés en une colossale tribu à la botte d'un immense chef de guerre. Vergo avait entendu des rumeurs sur les différents camps de l'Astra Militarum dans lesquels il a séjourné dernièrement.
La vitesse à laquelle s'était amassée cette bande de guerre était anormale, même selon certains vétérans ayant survécu à des conflits contre des orques. Dans tous les cas, ils n'avaient pas à réfléchir. On leur avait demandé d'attaquer la cité, et c'est bien tout ce qui comptait désormais. Les orques n'allaient sûrement pas réfléchir, eux, et foncer tête baissée dans la colonne de blindés en se fracassant de toute façon. Le bourreau de l'effroi s'arrêta avec la marée de chars de laquelle il faisait partie. Une attente interminable commença. Ils n'étaient qu'à quelques milliers de mètres de la cité et ils attendaient le feu vert du haut commandement. La ligne d'assaut s'élargit telle que Vergo n'en voyait plus la fin. Le front allait être large de plusieurs kilomètres et ils allaient devoir chasser dans ce futur terrain de mort. Éventuellement, alors que les esprits commençaient à s'impatienter, l'ordre tomba. Début de l'assaut sur la cité de Valdenter III. L'infanterie était prête et si tout se passait bien, le dispositif de char dans lequel se trouvait Vergo devrait atteindre les abords de la cité au moment où l'infanterie ferait jonction avec les blindés de queue, attendant une brèche des blindés de tête avant de s'engouffrer comme un bolt dans la chair. Dans un unique grondement de moteurs et de chenilles, la ligne d'assaut constituée par les chars s'élança vers la cité, s'élança vers la mort. Arrachant la terre sèche ancrée dans les interstices des maillons de chenilles et cabrant l'avant du char par la vive propulsion de son moteur HL 230, le bourreau de l'effroi hurlait sa haine au devant de l'assaut. À l'intérieur, l'équipage suait à grosses gouttes. La chaleur montait dans le blindé à mesure de ses efforts. Une odeur d'huile brûlante et de gaz d'échappement mal dissipé saturait l'air conditionné. Vergo, concentré sur la minuscule meurtrière en verre blindé qui lui servait à observer les alentours, avait vérifié une dizaine de fois son matériel. Le stress grimpant et l'atmosphère prenante, il avait procédé aux manipulations de mise en charge de son armement un nombre incalculable de fois pour être sûr d'être opérationnel au moment voulu. La cavalcade, si longue, l'avait désormais laissé dans un état d'attente, sans aucune pensée, sans aucune sensation. Il y était. Il se rappelait une nouvelle fois l'histoire de son père, le calme avant la tempête. Il ferma les yeux dans un dernier moment de lucidité. L'impact d'un obus de plusieurs dizaines de kilos avait lancé le ton. Les hurlements rageurs des orques entrant dans la bataille rugirent par-dessus les explosions. Comment Vergo pouvait-il bien entendre ces immondes bêtes de là où ils étaient ? Et comment pouvait-il savoir que c'étaient des orques au final ? Mais ces rugissements ne laissaient pas de place au doute, car on l'avait mis en garde et on l'avait averti qu'au premier cri, il comprendrait. La réponse à l'appel du feu fut immédiate. Le carnage sonore de la guerre prit place et tout commença à trembler autour de Vergo. Ses organes, en suspension entre deux déflagrations, étaient balossés de toutes parts. En prêtant attention à ce qu'il se passait dehors, il vit le brouillon de tirs d'obus, de canons, d'explosifs, de lasers et d'armes de plus ou moins gros calibre. Les gerbes de terre envoyaient des grêles de gravats sur les blindages et les munitions qui ricochaient laissaient des traces fumantes sur la carlingue. « Le tapis rouge est déroulé, les gars !» avait rigolé Maugret sur le vox d'équipage. Au moins, lui semblait dans son élément. Heureusement que c'était un combattant aguerri, il saurait les guider. « À 350 mètres, pilote. Halte au signal et on ratisse la ligne d'assaut. »« Reçu, mon lieutenant !» répondit Linde. Le bourreau de l'effroi avait atteint sa vitesse maximale hors route d'environ 23 km/h. Un obus vint percuter la face gauche du char et son revêtement fit ricocher celui-ci plusieurs dizaines de mètres plus loin. Le sifflement produit par le rebond représentait parfaitement l'enfer sonore de la guerre. « Ricochet, flanc gauche !» cria Ball dans le vox d'équipage. « Pas allié, pilote, on commence le ratissage !» ordonna Maugret. Vergo vit Linde tirer la commande des chenilles droites du bourreau qui pivota avec une vivacité inattendue. Il se retrouva désormais avec une vue parfaite sur les murs de la cité, l'assaut lancé par l'Astra Militarum et les premiers orques immondes qui descendaient des fortifications
en se jetant au sol comme des bêtes. La ligne d'assaut commençait à verser des tirs dévastateurs sur les coursives hautes montées par l'ennemi. Par paquets, les peaux vertes s'envolaient sous l'impact et la déflagration des tirs de blindés avant de s'écraser plusieurs mètres plus bas, déchiquetés et ensanglantés. Les rares Lehman Russ Vanquisher employés loin derrière la ligne d'assaut tiraient de leurs canons homonymes. Le piaillement strident de leurs munitions Vanquisher perforait l'espace et les obus partaient se pulvériser contre le roc-béton, oppressant les blindés ennemis sur leur position. « Mathéus, Vergo, tenez-vous prêts à lâcher un fumigène rouge chacun !» ordonna Maugret dans le vox interne. Vergo, sorti de son admiration anxieuse, eut un moment de réflexion avant de se rappeler quelle manœuvre opérer pour effectuer un tir par le tube lance-fumigène de son flanc. Il fit pivoter sa manette de console jusqu'à avoir le bon affichage face à lui. « Feu !» Vergo écrasa le levier de tir et la munition fut décomptée de son cadran. Il donna un vif coup de talon pour faire tourner son assise d'acier et se retrouver face à sa meurtrière. Le ciel laissait place à une multitude de traînées et fumées rouges et grises. Déboulant à toute allure, les Lehman Russ Punisher et Annihilator de la ligne d'assaut foncèrent au devant du siège de Valdenter III. Toutes armes hurlantes, un panache aveuglant de poudre et de feu embrasa l'atmosphère. Les orques qui parvenaient malgré tout à progresser vers la ligne de blindés comme si la peur leur était inconnue, furent fauchés par les rafales dévastatrices de ces Lehman, les repoussant dans les murs de la cité. « Fumigène gris au flanc! Feu !» Vergo se précipita sur sa console pour enclencher un deuxième tir de fumigène. Cette fois-ci, les Lehman Russ Démolisseurs foncèrent vers la cité, bravant les tirs et les explosions pour présenter leurs canons massifs et surpuissants sous le meilleur angle pour abattre les murs. Lorsqu'ils déversèrent leurs obus démolisseurs contre les fortifications, le sol trembla. La ligne d'assaut, élargie de plusieurs kilomètres, venait de percer les fortifications en un éclair sur toute sa longueur. Une puissance effroyable broyant tout sur son chemin. Vergo, qui se sentait heureux d'assister de loin à une telle percée, fixait la poussière qui tenait lieu au mur présent quelques secondes plus tôt. Les tirs s'étaient pratiquement arrêtés quand un cri perça l'air. Un hurlement guttural, rauque et surpuissant. Un appel à la frénésie, au carnage, au massacre. Un cri repris à l'unisson par les immondes xénos innombrables que les murs masquaient. Une ouague qui fit chavirer les espoirs et le moral. Des panaches de feu, de poussière et de fumée s'élançait une marée dépassant l'imagination, d'orques immenses et imposants. Des véhicules qui ne devraient pas pouvoir avancer fonçaient à toute allure contre la ligne d'assaut, accompagnés de blindés difformes et rouillés. Des marcheurs faits de briques et de brocs titubaient violemment, écrasant des peaux vertes au passage dans une cacophonie stridente de râles d'acier. En réponse, les Punishers et Annihilators qui tentaient de défendre les Démolisseurs qui se faisaient déjà submerger, crachèrent leurs munitions dans le tsunami. Ils n'avaient presque aucun effet. L'avancée implacable de la marée verte ne semblait pas arrêtable. « Blindé ennemi en percée à 500 mètres, on part chasser !» cria Maugret. « Au flanc, prêt à lâcher la soude, et Evis, prépare-toi à charger la tourelle. » Vergo vérifia une nouvelle fois son bolter lourd de flanc et souffla pour évacuer la tension avant de prendre place au poste de tir. La charge des blindés orques avait percé la ligne d'assaut alliée de façon fulgurante et leurs horribles machines se répandaient déjà à l'arrière des forces de l'Astra Militarum. La déflagration de l'obusier du bourreau de l'effroi avait ramené la culasse de chargement à l'arrière dans une explosion qui fit vibrer les organes de Vergo. « 100 mètres, explosif !» cria Ball en ajustant la bascule de la tourelle avec une pédale qu'il tambourinait frénétiquement. « Prêt !» répondit Evis après avoir enclenché le chargeur de tourelle. Un nouveau tir de l'obusier bascula l'assiette du char en arrière. La poussière alentour tomba lentement et Vergo fixait sa meurtrière et se concentra sur sa mission qui consistait à protéger le flanc gauche du Lehman Russ. Il sursauta quand une roquette vint percuter la face avant dans un bourdonnement sourd. Une grêle de balles s'abattit ensuite sur le blindage, résonnant atrocement dans les entrailles du monstre d'acier.
En reportant son regard en face de lui, Vergo les vit pour la première fois. Des dizaines d'orques qui déboulaient du nuage de poussière qui les entourait. Ils étaient à une 50aine de mètres, toutes dents sorties et chargeant le char avec des haches de fortune et des machettes rouillées, manipulées par des bras d'une puissance innommable. Vergo saisit sa commande de tir et il écrasa la détente. Crève! C'est bien le jeune, envoie-les en enfer! Rigola Maugret en pivotant pour observer le flanc couvert par Vergo. La rafale automatique de bolt lâchée à une cadence impressionnante par le bolter lourd de flanc décima les rangs des orques. Propulsés par micro-réaction, les munitions explosèrent l'instant après avoir traversé leur peau verte. Des membres, des têtes et des troncs volèrent dans un balai désordonné et maculé de sang. Vergo entendit Mathéus faire rugir son bolter lourd de flanc à son tour. À deux, ils empêchèrent les quelques orques chargeant aveuglément le bourreau de l'effroi dans la poussière de terre sèche. Ball, quant à lui, tira de nouveau avec l'obusier pour contenir la percée opérée par les peaux vertes. En réponse, les roquettes et les balles fusaient le long du blindage, arrachant toujours un peu plus les couches de peinture et impactant le plastacier. D'autres Lehman Russ chargés de la traque d'ennemis proches de la ligne d'assaut s'étaient joints au bourreau de l'effroi. Ripostant et assurant le recul des forces de brèche, Vergo vit des formes sombres virevolter par-delà la cité. Peu nombreuses au premier coup d'œil, ces formes commencèrent à se séparer en plusieurs dizaines. Plus il les fixait, plus il les distinguait. Elles se rapprochaient en crachant une fumée noirâtre et épaisse. Des ailes difformes habillaient leurs flancs et pour certains, des hélices tournoyaient mollement. C'étaient des appareils volants orques, une autre de leurs machines incompréhensibles et bardée d'armements destructeurs. Des aéronefs orques, à 2 heures mon lieutenant! Stressa Vergo. Trône de trône, ils en ont une pelle de ces saloperies. Mathéus, Vergo, vous me leur mettez tout ce que vous avez. Pilote, face à la percée. Ordonna Maugret en descendant de son poste pour épauler Ball dans ses configurations de tir. L'assaut blindé avait beau être organisé et planifié, aucune hydre ne couvrait le ciel. Les hydres, chars chimères à vocation anti-aérienne, n'avaient pas été placés dans le dispositif car l'éventualité d'un escadron aérien orque était négligeable. Désormais, l'Astra Militarum allait devoir improviser pour faire face à cette menace. Les orques faisaient pleuvoir un torrent de feu sur le bourreau de l'effroi et les autres blindés venus en renfort pour contenir la percée. Mathéus ainsi que Vergo, braquant son bolter lourd vers les aéronefs en approche, tira à son tour de courtes rafales contrôlées en rectifiant ses tirs à chaque occasion. Les bolts, luisants de chaleur, arquaient dans les cieux tandis que les appareils des orques répliquaient à leur tour. Un petit barrage de munitions saturait le firmament, mais parmi les plusieurs dizaines d'aéronefs, seuls quelques-uns s'écrasèrent sous les tirs. Le grondement sourd et rageur de leurs appareils s'amplifiait à mesure qu'ils s'approchaient, et les premières bombes s'écrasèrent sur les démolisseurs en phase de repli auprès des murs de fortification. Des panaches de feu et de fumée s'envolèrent. D'une vision cauchemardesque, Vergo vit même quelques appareils orques piqués sur les Lehman ayant résisté aux bombes, allant s'écraser vers une mort certaine en emportant le plus de garde dans l'euphorie malsaine de la guerre cultivée par les peaux vertes. Vergo répliquait et il suait à grosses gouttes. La chaleur à l'intérieur du bourreau de l'effroi n'avait cessé de monter à mesure que l'obusier tirait et que Mathéus et lui lâchaient les enfers par rafale automatique. Il venait déjà de recharger son poste pour la 3e fois, et il savait qu'il n'avait plus beaucoup de réserve pour tirer avant de devoir faire un plein de munitions. Un aéronef, séparé du groupe, attira l'attention et le feu de Vergo. Il concentra ses tirs vers l'appareil et tenta de prévoir au mieux l'avance de tir afin de l'abattre. Alors que claquait le percuteur, signalant la fin de chargeur, l'avion orque cracha une épaisse fumée noire avant de voir son aile droite se disloquer en plein vol. Dans un tourbillon de flammes, il partit s'écraser dans un gros véhicule orque bardé de roquettes. L'explosion en chaîne pulvérisa les peaux vertes alentour et leva une nouvelle vague de poussière. « Dans vos faces vertes, les nazes !» jubila Vergo sous l'effet de l'adrénaline. « Bien, Taliensen, c'est le moment de sortir chercher tes munitions !» lui ordonna Maugret en claquant une cellule énergétique dans son pistolet laser bourdonnant.
Je te couvre, mais tu fais fi ça. Vergo fixa un court instant sa console de tir. Il n'avait plus de munitions pour tenir son flanc, et cela pouvait signer leur mort à tous. Sortir du char au milieu de cet enfer pourrait aussi bien avoir sa peau, et l'idée lui rongea l'esprit. Il se donna une gifle et rassembla son courage en se mordant les joues. Dans tous les cas, ils y passeraient s'ils n'allaient pas choper ses réserves de munitions sanglées à l'arrière du bourreau de l'effroi. Vergo se leva de son poste et alla rejoindre le lieutenant Maugret tant bien que mal, alors que l'obusier tirait de nouveau. On attend la passe du... Le lieutenant fut coupé par l'explosion trop proche d'une bombe orque et l'onde de choc balaya le bourreau. Vergo et Maugret furent projetés contre la paroi de la tourelle et ils se relevèrent confus. Les oreilles sifflantes, Vergo reprenait son ouïe lentement et il entendait le vox interne grésiller. Le grésillement s'accompagna de halètements, ponctués par des râles de douleur. Un cri de détresse lui parvint aux oreilles malgré le brouhaha ambiant. C'était Mathéus. Vergo se releva difficilement avec le lieutenant Maugret à ses côtés et ils virent Ball penché vers le poste de tir de la recrue. Merde! L'effet blast de l'onde a découpé la jambe de Mathéus, Pesta le canonnier en se tournant vers eux. Vergo, tu me grimpes là-dessus et tu me ramènes ton derche avec les munitions. Cria Maugret, semblant ignorer ce que venait de dire Ball, son second. Il tira le levier de la trappe hermétique et y donna un grand coup de poing pour la désolidariser de la tourelle. Hors de toute réflexion, Vergo se hissa par la trappe, prenant appui sur l'épaule du lieutenant pour sortir définitivement du char. Se redressant et regardant autour de lui, Vergo voyait comme au travers d'un masque teinté de tons sépia. La poussière et terre orangée s'élevaient tout autour de lui, masquant le ciel et les bois d'où il venait. Des éclairs de feu et de laser fusaient de tous les côtés et illuminaient le brouillard orangé de toutes parts. Il sentit un coup au niveau de son genou et il baissa la tête pour voir Maugret qui braillait des ordres inaudibles sans accès au vox interne, tout en pointant l'arrière du char. Vergo s'avança avec la vitesse relative que lui imposait la prudence vers le bloc moteur du Lehman Russ vibrant sous les coups de piston. Il tira à lui le filet qui contenait un tas de matériel stocké hors du char, car pas de première nécessité. Il agrippa les lourdes boîtes de bolts qu'il traîna une à une au-dessus de la carlingue d'acier. À chaque effort, il maudissait les technoprêtres qui avaient construit un intérieur trop étroit, les empêchant de stocker toutes les munitions dans le blindé. Alors qu'il poussait la dernière caisse, grinçante sous les débris jonchant le Lehman, il vit les aéronefs orques arquer pour revenir faire une passe de bombardement. Précipitamment, il amena les munitions près de la trappe, dans des allers-retours manquant de le faire glisser par-dessus le char. Tandis qu'il ramenait la dernière boîte, il vit Maugret sortir son buste du char, après y avoir déposé une caisse. 2 gros orques étaient en train d'escalader la face avant du bourreau, et ils virent le lieutenant mal averti. Vergo hurla, mais le moteur du char, le vrombissement des avions approchant, les tirs et les explosions chassèrent ces avertissements. D'un geste désespéré, il saisit son couteau à sa ceinture et le balança de toutes ses forces vers les orques qui achevaient l'escalade. La lame percuta le couvercle de la trappe à quelques centimètres du visage de Maugret. Celui-ci releva instantanément la tête et aperçut les peaux vertes se relever pour le charger. Avec vivacité, il pointa son pistolet laser sur le premier des deux et il pressa la détente comme un chien fou. Les traits de laser, éparpillés, touchèrent néanmoins la cible à courte portée, et l'orque s'effondra au sol. Le deuxième, chargeant une machette surdimensionnée à la main, abattit son arme sur le lieutenant qui se protégea avec la trappe. Dans une gerbe d'étincelles, l'orque lancé à toute allure tituba. L'obusier du bourreau tira une nouvelle fois et le recul provoqué par la déflagration balança le peau verte à l'arrière. Dans sa chute, il parvint à s'agripper à une rainure de blindage avec ses gros doigts boudinés. Vergo avait un orque à ses pieds qui bavait de rage et de plaisir à l'idée de tuer un autre humain. Il se demanda comment de tels êtres pouvaient exister. Pourquoi leur espèce était une gangrène si difficile de se défaire. Un moment de consternation morbide qui se changeait en une haine débridée à la simple vue de ce xéno tentant de remonter sur le bourreau de l'effroi. Serrant les poings
et hurlant sa rage, Vergo écrasa de toutes ses forces sa botte sur la seule main du monstre agrippé, tandis que l'autre battait l'air avec sa machette. Il écrasa sa botte encore et encore, souriant de haine, à mesure qu'il voyait les tendons et les muscles se déchirer contre l'arête du blindage, jusqu'à finalement céder. L'orque tomba contre la colonne d'échappement brûlante et hurla en sentant tout son bassin fondre dans une ignoble vapeur. Fasciné par son œuvre, Vergo se sentit emporté vers l'arrière et il abaissa son poing en voyant le lieutenant qui le traînait en criant. Toutes les caisses de munitions avaient été rentrées et il fallait retourner dans le Lehman Russ. Maugret sauta par la trappe alors que Vergo s'apprêtait à le rejoindre. Il entendit le sifflement caractéristique des bombes larguées depuis les airs. Alors qu'il regarda au-dessus de lui, il vit l'escadron orque, bien que décimé en majorité, continuer de harceler les chars à proximité. Le sol trembla sous les impacts et il s'accrocha pour ne pas tomber. Un des bombardiers, probablement vidé de toutes ses bombes, piqua vers le Lehman Russ Conqueror à proximité et s'écrasa sur celui-ci. La déflagration de l'appareil entraîna l'explosion de toutes les munitions dans le char. Une grêle de shrapnel déferla sur le bourreau, et tandis que Vergo allait sauter par la trappe, un projectile lui perfora le biceps gauche et il partit s'affaler au fond du poste de commandement. Grimaçant, haletant et suant, il vit Maugret sceller hermétiquement le char. Une belle ironie que de se réfugier dans ce cercueil de fer après avoir vu l'explosion du Conqueror. Mais cela restait néanmoins leur plus grande chance de survie. « Par le trône le bleu, par le trône, je t'en dois une et une bonne. Fourre-toi une dermo dans le bras et va me charger ton poste. Pilote, on s'engouffre dans la brèche. » dit Maugret en s'allumant un cigalos. « Mon lieutenant ?» questionna Linde. « Aujourd'hui, la peur passe sous nos chenilles. Et si la bouillie qui sert de matière grise à tous les commandants de chars de ce merdier percute, on gagnera rien à camper nos positions. » affirma le lieutenant en crachant une bouffée de fumée sans prendre la peine de retirer son cigalos de ses lèvres. Vergo s'était installé à son poste après avoir chargé une caisse de munitions. Il mordit la mentonnière de son casque pour résister à la douleur de l'injection du dermogel qui allait cautériser la profonde plaie en cristallisant. En regardant par la meurtrière, Vergo observa les carcasses fumantes des blindés orques qui avaient réalisé une percée. La poussière retomba et il vit les cadavres de plusieurs dizaines de peaux vertes uniquement sur son flanc. Comme en écho, il repensa à ce qu'il s'était déroulé avant sa sortie du char et il tourna instinctivement la tête vers le poste de Mathéus. Il le voyait, assis à son poste, immobile. « Concentre-toi sur ton flanc, Taliensen, » lui ordonna sèchement Ball. Vergo sentit le Lehman Russ pivoter, et bien que le secteur soit devenu calme d'un seul coup, il vit les chars alentours progresser vers la cité, où les démolisseurs les plus résistants tenaient encore la contre-attaque des orques. Écrasant les cadavres et les carcasses sur leur chemin, l'équipage progressa jusqu'à remonter la ligne d'assaut où le siège sévissait. S'il n'avait pas tenu, les conséquences auraient été dramatiques en laissant exposer l'arrière des lignes alliées. Ball ordonna à Evis de charger l'obusier en obus à fragmentation, et lors de leur progression, ils firent feu sur les Xénos jonchant les brèches. La ligne de l'Astra Militarum, quant à elle, était comme bloquée. Récupérant de la visibilité, Vergo vit le front étendu à l'arrêt. Les forces d'infanterie les moins touchées étaient enlisées derrière les blindés chargés de les faire progresser. À mesure qu'il avançait toujours plus, l'équipage du bourreau dépassa la ligne d'assaut et entama son escalade des débris de fortification. Vergo sentait la tension monter. On a dépassé la ligne d'assaut. On continue vers la brèche, pilote. Aujourd'hui, l'ennemi connaîtra la peur à mesure que nous la chassons. Aux braves d'inspirer le courage comme nous le faisons sur ces remparts, répliqua Maugret théâtralement. Le bourreau de l'effroi escaladait les fortifications de la cité réduite en gravats par les démolisseurs. Seul, le monstre d'acier s'élevait sous les rafales de tirs, de roquettes, d'obus et de feu. Son avancée frénétique focalisa l'attention des ennemis alentours et son blindage dissipa les dégâts comme son nom faisait disparaître la peur. Comme un phare dans la tempête,
Le bourreau de l'effroi amena les blindés à suivre son exemple, et tous commencèrent à pousser le combat toujours plus en avant dans la cité de Valdenter III. Premier au front, le Lehman Russ écrasait ce voile d'effroi et écartait les ténèbres pour ses alliés. Si face à la mort le courage est un bouclier contre la peur, le bourreau de l'effroi est une épée face à la défaite.